Alors, commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. Je suis Stécie Algrin, fondatrice du média Pensez l'après, et on se retrouve aujourd'hui pour la première session de notre cycle de 4 conférences organisées à l'occasion du No Plastic Challenge, événement de sensibilisation et de mobilisation pour réduire le plastique inutile. C'est donc un événement qui est organisé en partenariat entre Pensez l'après et No Plastic in My Sea. Donc tout au long de cette session, nous vous invitons à poser vos questions, que ce soit dans les commentaires directement pour les personnes sur Facebook ou dans la rubrique questions-réponses qui s'affiche en bas de votre écran si vous êtes connecté sur Zoom. Pour présenter rapidement nos intervenants, nous avons aujourd'hui avec nous Philippe Bolo, député et co-auteur du rapport parlementaire Pollution plastique, une bombe à retardement, Bonjour. Nelly Ponce, auteur du livre Un océan plastique, Claire Poulain, chargée de mission zéro déchet plastique à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement en région sud, ainsi que Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce, premier réseau français d'information, de partage d'expériences et d'accompagnement des collectivités et acteurs locaux sur les questions de transition énergétique. Et donc, je vais laisser la parole à Muriel Papin qui va modérer cette session. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci à nos intervenants et merci aux personnes qui suivent cette conférence. Pour nous, l'objectif de cette conférence, c'est vraiment de vous donner accès finalement à la connaissance acquise par les plus grands spécialistes du sujet, en tout cas des personnes qui ont investi le sujet, travaillé et qui ont fait des recommandations par rapport à la pollution plastique et de voir avec eux finalement par rapport aux enjeux et à l'ensemble des solutions qui sont à notre disposition, lesquelles seraient les plus pertinentes à développer le plus rapidement, et ce, qu'on soit consommateur, qu'on soit entreprise ou qu'on soit pouvoir public. Voilà, donc c'est vraiment l'objet de cette conférence. Juste quelques chiffres. La production de plastique, elle a été multipliée par 20 en 50 ans. Et c'est vrai qu'on a vu aussi le sujet de la pollution plastique émerger depuis une trentaine d'années et vraiment être de plus en plus accru, enfin s'accroître vraiment depuis quelques années avec aussi des dimensions de gestion des déchets, d'export des déchets plastiques, etc. Donc on est sur un problème mondial avec aussi finalement des répercussions sur l'ensemble des territoires. Nous, en tant qu'association, puisque je crois que je ne me suis pas présentée, mais je suis déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, qui organise le No Plastic Challenge et co-organise cette conférence. Les questions qu'on se pose, c'est vraiment de savoir sur quel type de plastique on doit agir en priorité, quelles sont les solutions qui auront le plus d'impact, quelles sont les fausses bonnes idées aussi dans les solutions qui sont proposées, et puis finalement, où il faut mettre l'effort, où il faut mettre l'investissement, quelle que soit l'échelle. Voilà, donc c'est vraiment l'objet de cette conférence et on va débuter tout de suite les interventions des uns et des autres. Et d'abord, je voulais commencer en fait par un premier échange qui sera vraiment sur les impacts, les enjeux de la pollution plastique. Avec vous, Nelly Ponce, vous avez publié un livre que du coup, je vais montrer à l'écran, Océan plastique, enquête sur une pollution globale. Et dans ce livre, vous évoquez plusieurs sujets, mais vous évoquez finalement qu'on est entré dans une civilisation plastique. Et moi, ça m'intéresse que vous nous disiez un peu pourquoi vous utilisez ce terme-là, quel est le niveau de production actuel, quel lien on peut faire entre production et pollution, et puis quid du recyclage. Voilà, en quoi le recyclage finalement est une solution et en quoi il présente éventuellement des limites. Bonjour à tous et bien merci Muriel pour cette invitation, puis surtout pour tout ce que vous faites avec l'association No Plastic in Mancy et puis le challenge qui est là en cours. Alors le terme de civilisation plastique a été utilisé dans ce que j'ai découvert pour la première fois par Daniel Atta, qui a publié un rapport au début des années 90 et il a appelé ça la civilisation des plastiques. Et pour répondre de manière très simple à cette question, pourquoi est-ce qu'on parle d'un fait de civilisation quand on parle du plastique? C'est que tout simplement quand on discute avec un géologue et qui vous dit, imaginons qu'on referme la parenthèse du plastique, les géologues du futur pourront dater exactement le début de l'usage de cette matière nouvelle et la fin de son usage qu'on retrouvera dans les strates des sédiments du futur. Donc on est vraiment dans un fait, dans un âge, dans un fait de civilisation comme on a eu l'âge de pierre,
l'âge de bronze et finalement notre civilisation ou notre humanité, notre espèce, se caractérise souvent par les matières qu'elle a utilisées à travers le temps. Donc c'est déjà un matériau qu'on retrouvera dans les sédiments. Et aussi, il nous raconte un fait de civilisation de par l'ampleur qu'il a pris. Une journaliste américaine qui s'appelle Susan Frankel a décidé de travailler sur ce sujet bien avant que ce soit vraiment diffusé largement dans les médias. Et elle a décidé de ne pas toucher de plastique pendant une journée, du matin au réveil au coucher le soir, et elle s'est rendue compte dans les quelques minutes qui ont suivi que ne serait-ce que pour éteindre son réveil, ouvrir la porte du frigo ou s'asseoir sur la lunette des toilettes, ça lui était impossible de ne pas toucher de plastique. Alors elle a décidé de consigner sur un carnet le nombre de plastique qu'elle touchait versus tous les autres matériaux confondus. Donc on parle de tous les autres, le verre, le bois, le carton, le papier, etc. Et elle a touché dans sa journée, tenez-vous bien, 2 plastiques pour un autre matériau, tout matériau confondu. Donc on voit bien qu'en l'espace de à peine 50 ans, finalement, le moment où il a émergé massivement dans notre société, il est devenu plus qu'incontournable. C'est pour ça que je pense qu'on peut se permettre aujourd'hui de parler de civilisation plastique. Les chiffres, vous les avez cités tout à l'heure, on a doublé effectivement depuis les années 1950. On a produit environ 8,3 milliards de tonnes de matière plastique, donc au pluriel, hein, le plastique n'existe pas en soi, c'est une famille de centaines de matériaux différents. Et ces milliards de tonnes, 6,3 milliards sont déjà devenus des déchets à l'heure d'aujourd'hui. 9% ont été recyclés, on en parlera tout à l'heure. 12% ont été incinérés et 79% se sont retrouvés dans des décharges ou évaporés dans la nature. Donc ça, c'est à peu près l'état des lieux en termes de production, finalement, de cette matière qui a été découverte il y a à peine plus de 100 ans ou 150 ans et qui est vraiment rentrée dans une production de masse au moment des Trente Glorieuses. Et quand on parle, pour finir sur la question de la civilisation plastique, du coup, elle nous raconte vraiment quelque chose de nos modes de vie. Et ce qu'elle nous raconte, à nous, occidentaux, c'est qu'on a basé notre société de consommation sur cette nouvelle matière qui est devenue pas chère et qui a été révolutionnaire à son époque parce qu'on pouvait lui donner toutes les formes, toutes les couleurs, on pouvait la mouler, on pouvait en faire de multiples usages. Là où, de mon point de vue, on est rentré dans un paradoxe, c'est que de cette matière dont une des qualités premières, c'est sa durabilité, puisqu'elle n'est quasiment pas biodégradable, ou alors dans des temps tellement longs qu'on peut considérer qu'elle ne l'est pas. Et on en a fait le socle de la société du jetable. D'accord. Donc c'est vrai que ça explique bien ce terme de civilisation plastique et le lien est intéressant entre du coup la matière et l'approche jetable qui en effet n'existait pas il y a une trentaine d'années. Je ne sais pas à quelle période exactement vous datez le développement du jetable, mais je pense que c'est il y a environ 20 ou 30 ans. Et finalement, quel lien on peut faire entre ce niveau de production et la pollution et en quoi le recyclage, sur lequel on a misé depuis un certain nombre d'années, ne remplit pas complètement ses promesses? En quoi il est utile, en quoi il présente des limites? Alors, le lien entre croissance de la production et de la pollution, il est tout simplement évident. Il y a un chiffre qui nous le raconte, c'est que 4 déchets plastiques sur 10 aujourd'hui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les déchets bien gérés. C'est-à-dire que au niveau mondial, 4 déchets plastiques sur 10 vont aller dans des décharges non contrôlées, donc ils vont se déliter et finalement contaminer les terres et les nappes phréatiques environnantes. On n'a pas encore de données scientifiques aujourd'hui là-dessus, mais des questions se posent, ou se retrouver dans la nature. Donc, plus on augmente la production, la cohérence veut que, effectivement, plus on a de déchets qui vont se retrouver dans la nature. Et la deuxième chose, c'est que avec les plastiques, et je pense que Philippe Bolo nous parlera de ça un peu plus en détail tout à l'heure, on a un phénomène de fragmentation en microparticules et aussi d'abrasion. Par exemple, si, admettons que le pull que j'ai aujourd'hui soit fait partiellement avec du plastique ou en totalité avec du plastique, il va perdre des fibres dans l'environnement. Donc, avant même que l'objet en plastique soit devenu un déchet, il va commencer à répandre autour de lui des micros et des nanoparticules qui vont déjà aller dans notre environnement. Donc là, encore une fois, on voit bien que plus on a de vêtements, par exemple, pour parler que des vêtements, mais il y a aussi les pneumatiques des voitures
qui ont un phénomène de relargage de microplastiques, plus on en a et plus on va avoir de pollution. L'équation, elle est assez simple. Maintenant, pour répondre à la question sur le recyclage, c'est quelque chose qui fait peut-être beaucoup débat aujourd'hui. Les chiffres, ils ne sont pas très compliqués. Au niveau mondial, en 2019, nous avons recyclé que 20% de nos déchets plastiques. Alors, il y a plein de raisons à cela. Et une des raisons, c'est que techniquement, aujourd'hui, on ne sait pas faire pour une grande majorité des plastiques. On va être relativement pointu sur certaines résines. Donc, par exemple, la bouteille en plastique, qui est un objet qu'on connaît tous, qui est composé d'un plastique qui s'appelle le polyéthylène terephthalate, le PET, qui est la résine qu'on sait le mieux recycler aujourd'hui. Eh bien, cette bouteille-là va potentiellement être recyclée, mais peut-être pas l'emballage alimentaire multicouche qui va être constitué de plein de plastiques différents. Donc déjà, on a un problème de technique. Ensuite, même quand on sait faire, comme avec la bouteille, comme je le disais, on a un problème de dégradation de matière. Donc, on ne peut pas utiliser la bouteille entière pour faire une nouvelle bouteille. Ça n'existe pas. On considère aujourd'hui qu'on est à peu près sur un ratio de 30 à 40% de matière recyclée pour 60 à 70% de matière vierge. Donc, même en recyclant, on doit faire appel à de la matière vierge, à du plastique vierge. Pardon. Donc, ça, c'est un deuxième souci. Et on ne pourra pas, à l'heure d'aujourd'hui, aller au-delà de 5 fois pour retraiter cette matière-là, encore une fois, pour cette dégradation de matière. Donc, en gros, on a un vrai problème technique dont on ne parle pas assez. C'est ce qui fait notamment qu'on recycle peu de nos plastiques. On a aussi un problème de filière. C'est-à-dire que même quand on sait faire, on n'a pas nécessairement accès au volume nécessaire pour le faire. Donc ça, c'est un problème de filière, c'est un problème plus d'organisation sociétale et aussi d'économie. Et avec le recyclage, on a aussi, comment dire, on n'est pas dans un cercle vertueux comme on pourrait l'imaginer en disant justement, prenons l'exemple de la bouteille, d'une bouteille, on va en faire une nouvelle bouteille. Ce qui serait le recyclage en boucle fermée. En fait, on fait ce qu'on appelle du downcycling en anglais, donc du décyclage, où d'une bouteille, on va faire un autre objet. Par exemple, la plupart du temps, une bouteille va devenir de la polaire. Et la polaire, à chaque fois qu'on va la laver dans notre machine à laver, elle va perdre des centaines de milliers de fibres qui vont passer tous les filtres et se répandre dans l'environnement. Donc finalement, notre bouteille qu'on aura mis dans la poubelle jaune, potentiellement va contaminer l'environnement d'une manière différente. Donc, c'est une question complexe qui ne veut pas dire que le recyclage, il est à jeter, absolument pas. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas continuer à trier nos déchets, au contraire, puisqu'il faut bien les créer, ces filières-là. Là où j'alerte, c'est qu'on a une communication gouvernementale, entre autres, qui parle de recycler 100% des plastiques d'ici quelques années. À partir du moment où techniquement on ne sait pas faire, la question se pose. Merci Nelly pour ce panorama sur le recyclage. Je vais proposer maintenant à Philippe Bolo de revenir sur le rapport parlementaire qu'il a produit avec Angèle Préville qui s'intitule Le plastique bombe à retardement. Ça nous intéresse que vous puissiez partager avec nous l'analyse que vous avez faite sur les différentes formes de pollution au plastique et puis que vous nous disiez quelles sont les conséquences. On va se concentrer dans cette conférence sur les conséquences environnementales. On sait qu'il y a aussi des conséquences sanitaires, mais on aura une conférence dédiée. Voilà, quelles sont les conséquences et quels sont les risques pour l'avenir, puisque vous parlez de bombes à retardement. Merci. Je commencerai par vous remercier pour cette invitation et pour la possibilité que vous nous donnez de faire vivre et de prolonger notre travail d'une année avec Angèle Préville, parce que ce rapport, c'est effectivement une année de travail qui, après 250 heures d'audition, nous a permis de rencontrer à peu près 450 personnes. Donc, c'est les 3 grands chiffres qu'il faut retenir. Ce qu'on met en évidence, c'est, ça a déjà été dit au début par vous-même, c'est qu'il y a effectivement un sujet complexe parce que tous les plastiques ne contribuent pas à part égale à cette pollution plastique. Certains n'y contribuent même jamais. Si on regarde par exemple les matières plastiques qui isolent les fils électriques de nos logements, on les retrouve rarement dans la nature. Donc on est bien sur un sujet, comme l'a clairement exposé Nelly Pons, un sujet de fuite dans l'environnement. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces fuites, elles apparaissent à différents niveaux. Et Nelly nous a montré que finalement, il y avait un niveau parfois qui peut être sournois, c'est-à-dire qu'on croit bien faire en recyclant
des bouteilles, mais dans ce cycle de recyclage, il y a un certain nombre une certaine quantité de matière qui va partir pour faire autre chose, notamment des polaires qui vont émettre des microfibres. Donc on se rend compte que les fuites, parfois, elles peuvent être à des endroits où on ne les attend pas. Nelly nous a parfaitement résumé les chiffres clés sur les 8,3 milliards de tonnes de plastique produites depuis les années 50. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y en avait effectivement 5,8, on retombe, on a les mêmes sources finalement, 5,8 milliards qui sont devenus des déchets, et c'est 79% qui sont dans l'environnement, qui depuis 1950 ont été mis dans des décharges plus ou moins contrôlées, enfin qui se retrouvent dans la nature. Donc finalement, avec la pollution plastique, elle part de ce constat de déchets mal gérés et aussi de déchets sauvages. Je ne vais pas être plus long parce que Nelly l'a parfaitement expliqué. Ces déchets sauvages, c'est les décharges qu'on connaît dans toutes les communes, où des gens viennent déposer des déchets sans passer par la case déchetterie organisée par la collectivité. Et parfois, alors c'est pas que du plastique, mais parfois il y a évidemment du plastique à l'intérieur. Mais la grande difficulté, c'est de pouvoir quantifier la masse correspondante. Puis aussi, il y a les comportements individuels, les gestes que peuvent avoir certains d'entre nous qui sont mal informés sur la pollution plastique et qui oublient derrière eux un élément plastique qui souvent est lié à de la restauration hors foyer. Donc ça, c'est aussi une fuite qui n'est pas négligeable. Mais une fuite qui est moins connue et sur laquelle je voulais insister, c'est celle de l'exportation des déchets plastiques. Donc on a vu que lorsque nos déchets, nos plastiques arrivent en fin de vie, qui se retrouvent dans notre poubelle jaune, ils ont plusieurs destinations possibles, le recyclage, l'enfouissement, dont la trajectoire vise à réduire considérablement cette solution-là, et puis aussi la valorisation thermique par combustion. Il y a quelque chose qu'on oublie le plus fréquemment, parce que ce n'est pas détaillé dans les bases de données, c'est l'exportation vers les pays tiers, vers les pays d'Asie. La Chine avait fermé ses frontières, mais d'autres pays continuent à accueillir ces plastiques-là, qui sont en général de mauvaise qualité, puisqu'ils ne sont pas partis dans les 3 autres filières qu'on utilise en France. Ce qui pose surtout problème, c'est qu'ils ne sont pas comptabilisés. Et je trouve qu'en ce sens-là, c'est une sorte on se masque notre responsabilité de traitement de nos déchets en se disant on va les exporter. Là-bas, on est d'accord, et on trouverait ça la solution idéale. En fait, ce n'est pas du tout une solution idéale, parce que les infrastructures de traitement de ces déchets dans ces pays-là ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Partant de là, se développe un secteur informel qui fait qu'il y a une sorte d'opportunité économique à traiter les déchets pour tout un chacun. Et donc, des familles entières peuvent se mettre à traiter des déchets, mais elles le font dans des conditions de sécurité sanitaire qui ne sont pas celles des standards européens. Et donc, il y a des risques sanitaires. Et donc là, on se rend compte que la question du plastique rejoint la question des droits de l'homme. Et puis, le pire dans tout ça, c'est qu'au bout du bout, eh bien, ces déchets-là vont se retrouver dans la nature et vont se retrouver dans les fleuves et arriver dans les océans. Et après, lorsqu'on dresse des bilans, on va vous donner la contribution des fleuves asiatiques à la charge de pollution des océans, en oubliant de dire qu'il y a 5% de ces déchets-là qui sont quand même produits par l'Europe. Donc voilà un exemple de fuite. Donc ça, on est sur vous l'avez compris, on est sur les macro-déchets qui sont par exemple des illustrations des images qu'on voit régulièrement et qui heurtent et qui choquent, qui sont celles des mammifères marins, des tortues emprisonnées, enchevêtrées dans des filets de pêche. Là, on est sur les macros. Puis après arrive le sujet des microplastiques. Alors, comment on passe du macro au micro, puis au nano? J'y reviendrai, je terminerai par ça sur les formes de pollution. Eh bien, par toute une série de choses qui sont... ces plastiques abandonnés de l'environnement vont être soumis à différentes forces. Le vent, l'abrasion avec le sable, les roches sur lesquelles ils peuvent se frotter, l'eau. Tout ça, c'est les forces mécaniques qui, à un moment donné, vont casser les macro-déchets en déchets plus petits, toujours plus petits, pour arriver jusqu'à des micro-plastiques. Vous verrez qu'on en a d'autres. Et ces microplastiques, évidemment, ils ont un état de surface qui va vieillir sous l'effet de l'oxydation, de la photooxydation, de l'hydrolyse, donc des paramètres des ultraviolets, de l'oxygène de l'air, de l'eau. Et tout ça fait qu'en dehors de la fragmentation, on a aussi un vieillissement qui fait qu'on a une libération de particules de plus en plus petites. Alors, sur les microplastiques, il faut aussi faire la distinction entre les primaires et les secondaires. Les primaires, il y en a 2 grandes catégories. Ce sont par exemple les granulés de matière vierge, c'est-à-dire que l'industrie pétrochimique, avant qu'un plasturgiste ne fabrique un objet, qui peut être ce stylo en plastique, eh bien, il va, lui, acheter des granulés du plastique, qui peut être du PET, qui peut être du polystyrène, qui peut être du PVC. Et évidemment, entre l'endroit de fabrication et l'endroit d'utilisation, il y a du transfert. Et donc là, il y a 3 sources de perdition dans l'environnement. C'est au niveau de l'usine de fabrication, on comprend, c'est au moment du transport, et c'est au niveau de l'usine de transformation. Et cela, on les connaît tous, ces granulés, puisque sur certaines plages, lorsqu'on observe bien, on observe ces petits granulés qui parfois peuvent être translucides, des fois vert, rouge, etc., selon la commande de celui qui voulait les traiter. Et c'est ce qu'on appelle les larmes de sirène. Donc ça, c'est une première catégorie de microplastiques primaires. Il y en a une autre
qui est plus insidieuse sont les microparticules utilisées intentionnellement par certains industriels pour conférer des propriétés à leurs produits. De ces produits-là, c'est par exemple les cosmétiques ou les produits ménagers. Et dès qu'on cherche un pouvoir d'abrasion, c'est-à-dire qu'en frottant ce produit sur la peau, sur une surface, on veut nettoyer, et bien souvent, c'est des microparticules plastiques. Donc ça, c'est un autre sujet, parce qu'évidemment, ce sont des produits rinçables la plupart du temps, et donc directement, après les avoir utilisés, on va sous le robinet, et donc ils partent dans nos eaux usées. On a aussi des microplastiques secondaires. Nelly Pons nous a clairement expliqué qu'ils étaient liés à l'usure, en nous citant les vêtements et les pneumatiques. Je n'y reviendrai pas. Et puis, c'est aussi le phénomène que je vous ai précédemment expliqué, de vieillissement et de fragmentation, qui fait qu'on a des plastiques de plus en plus petits, des particules de plus en plus petites. Et le terme ultime de ce vieillissement et de cette altération de surface, plus que la fragmentation d'ailleurs, ce sont les nanoparticules. Alors là, il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir. La science s'en empare, ça fait partie d'ailleurs des sujets de recherche les plus nombreux actuellement et les plus récents, avec beaucoup d'angles morts, c'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement quelle est la quantité présente dans la nature. On ne sait pas véritablement sous quelle forme ils se trouvent. Certains parlent de forme colloïdale. Et puis, on ne sait pas quel est leur devenir, leur terme ultime et leurs conséquences. Donc, tout ça reste à découvrir, mais en termes de conséquences, il faut être quand même particulièrement vigilant, parce qu'une analogie à d'autres nanoparticules montre que ces nanoparticules, cette taille-là, elle a la possibilité de translocation, c'est-à-dire de pénétration dans les cellules animales, végétales, et donc là, on imagine toutes les conséquences que ça peut avoir. J'en viens aux conséquences, pour terminer. Alors, il y a une première conséquence, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'une simple bouteille plastique oubliée au bord d'un chemin de randonnée dans les Pyrénées, eh bien, les particules associées peuvent se retrouver dans l'océan, dans la rivière voisine, dans le sol, à l'endroit où on l'a oublié, et également dans l'atmosphère, dans l'air que nous respirons. Alors, on se rend compte que cette dispersion, elle est planétaire, puisqu'on lit régulièrement des articles scientifiques qui nous disent qu'on en a retrouvé au pôle Nord, au pôle Sud, en haut des montagnes, au fond des fosses océaniques, dans des endroits d'ailleurs parfois pas fréquentés par l'homme. Et au-delà de ce phénomène de dispersion, qui déjà interroge, c'est le stock. Parce que comme on disait tout à l'heure qu'il y en avait 79% de tout ce qui avait été produit et qui n'est pas encore en circulation depuis 1950 qui sont retrouvés dans la nature, on se doute que c'est un peu partout et on ne sait pas dans quelle dynamique tout cela va se traduire en nanoplastique. Les conséquences, elles sont aussi sur la biodiversité. Les macros, je vous l'ai dit, c'est les photos qu'on voit tous et qui sont choquantes. Les micros, plastique, c'est aussi, alors là on est à la frontière avec votre conférence sur la santé et les aspects sanitaires, mais ces microparticules présentes dans l'eau de mer, eh bien, ce sont des supports qui peuvent véhiculer des polluants organiques persistants avec des conséquences sanitaires d'ordre chimique. Et puis, c'est aussi des micro-organismes qui peuvent se coloniser ces microplastiques et finalement dériver au gré des courants et des marées sur des grandes distances. Et c'est ainsi qu'à la suite du tsunami de 2011, des bactéries spécifiques de l'île japonaise ont été retrouvées aux États-Unis avec des déchets plastiques qui avaient traversé l'océan Pacifique. Et on s'imagine toutes les conséquences que ça peut avoir lorsque ce sont des pathogènes. Merci Donc, beaucoup. Pardon, voilà. je ne voulais pas vous couper si vous aviez… Non, et puis il y a aussi des conséquences économiques, mais vous avez raison, il faut se tenir son temps pour que chacun puisse parler. Merci beaucoup. Donc, on voit bien que c'est une pollution multiforme et très inquiétante en termes de volume, hein, avec une partie qu'on voit, une partie qu'on ne voit pas. Je voulais demander à Nicolas Garnier d'Amorce de nous dire, au niveau d'Amorce, qui travaille énormément en soutien aux collectivités locales sur les sujets déchets et eau, quelle est la vision du sujet, quelle analyse est faite au niveau national et au niveau des territoires? D'abord, merci de votre invitation. Je voudrais aussi remercier les deux premiers intervenants qui m'ont beaucoup facilité la tâche parce qu'ils ont fait une approche absolument exhaustive qui va me permettre d'aller effectivement sur, j'allais dire, sur la suite maintenant qu'on a bien vu le constat et qu'on partage totalement le constat qui a été fait et par Nelly et par Philippe. Donc, Amorce, c'est le principal réseau de collectivités qui s'occupe de transition écologique avec trois grandes casquettes. Et les trois casquettes concernent finalement le plastique, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie et du climat, la lutte contre le changement climatique et la gestion de l'eau. Et finalement, cette question du plastique se situe à l'interférence de ces trois grandes composantes des services publics locaux. Donc, ce que portent aujourd'hui les collectivités territoriales avec des plans climat, avec des bennes, des centres de tri et tout ce que je vais vous expliquer derrière, et aussi avec des tuyaux dans lesquels elles distribuent de l'eau potable et elles récupèrent des eaux usées. Donc, finalement, tous mes sujets, tous les sujets de
des adhérents d'Amorth, qui regroupent la quasi-totalité des collectivités françaises dans ces domaines, finalement sont impactés par cette question du plastique, qui déjà est une forme d'illustration de ce qui a été dit par Nelly et par Philippe, c'est que le plastique est partout. Il est partout, il est même dans plusieurs services publics à vocation environnementale. Je vais commencer avec ma casquette déchets, puisque vous me demandez impact pour les collectivités locales. Donc, les collectivités sont en charge de la gestion des déchets ménagers. Un Français produit à peu près 580 kg de déchets en moyenne. Donc, une famille de 4 personnes, c'est 2,5 tonnes par an. Quand on commence à parler en tonnes, les gens sont stupéfaits, mais c'est la réalité. Et on peut dire globalement que sur ces 580 kilos, vous avez à peu près un tiers de ce que produit un Français qui se recycle, un tiers qui est de la matière organique et un tiers qui ne se recycle pas. Et le plastique est une nouvelle fois partout. Pourquoi? Parce que dans le tiers qui se recycle, je vais y revenir un peu plus tard, en réalité, je viens déjà de dire une bêtise, c'est-à-dire que en fait, il y en a un tiers sur lequel il y a un geste de tri. Il y a un geste de tri. On prend les emballages, il y a un geste de tri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il faut que je fasse attention parce qu'on est dans une phase de simplification des consignes de tri. Et donc, normalement, il y a la moitié des gens qui nous écoutent qui savent qu'ils mettent désormais tous les emballages plastiques dans la même poubelle. Et une autre moitié des Français qui doivent savoir qu'ils vont le faire dans pas longtemps, mais que pour l'instant, on leur demande dans les plastiques de mettre que les bouteilles et flacons. Au passage, c'est une petite bataille personnelle. Ça fait 25 ans que nous nous battons pour que les gens arrêtent de nous dire mais pourquoi la bouteille, je la mets dans la poubelle jaune et pourquoi le pot de yaourt, je ne le mets pas. Donc ça y est, normalement, le pot de yaourt va être dans la bonne poubelle. Pour la moitié des Français, c'est déjà fait. Pour l'autre moitié, c'est dans les 2 ans. Cela dit, premier warning, puisque nous avez invité à mettre des warnings ou des fausses bonnes idées, à ce stade, le pot de yaourt, ce n'est pas parce qu'il est dans la poubelle du recyclable qu'il va être recyclé. Donc ça montre bien qu'il y a un des enjeux qui va être après le geste de tri, s'assurer que les Français ne le font pas pour rien. Et je vais revenir après sur les solutions. Donc, il y a un tiers sur lequel il y a un geste de tri, mais il y a d'immenses marges de manœuvre en termes de prévention. Ça a été dit tout à l'heure, il y a plein d'objets qu'on peut ne pas utiliser. Il y a plein d'objets qu'on peut utiliser plus longtemps. Il y a plein d'objets qu'on peut utiliser, mais qui peuvent ne pas être en plastique. Donc, il y a déjà toute une partie prévention. Il y a une partie réemploi qui à mon avis, est un champ aujourd'hui quasiment pas défendu. Enfin, donc, il y a vraiment un énorme travail dans le réemploi qui n'est pas la même chose qu'effectivement la réduction. Et puis, il y a un débat sur la mobilisation en termes de collecte sélective et de capacité de recyclage. Et puis, je le redis, il y a un deuxième tiers qui est de la matière organique où, bizarrement, le problème des plastiques est au cœur. En réalité, quand on commence à demander aux Français de collecter sélectivement leurs biodéchets, etc., très vite se pose la question de ce qui va polluer les collectes sélectives de biodéchets. Et ce qui va polluer, c'est du plastique. Donc, on fera de la bonne valorisation, on bouclera le cycle de la matière organique, y compris quand on aura réglé partiellement le problème du plastique. Puis le troisième gisement, alors c'est mon gisement préféré, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait ces 20 dernières années, c'est j'essaye d'attaquer un par un tous les gisements qui comportent du plastique. Donc, on a provoqué, ça a été évoqué par Nelly, la question des vêtements. Donc, en 2006, on a obtenu une éco-contribution sur les vêtements avec des vraies avancées et des vraies limites aujourd'hui dans le modèle de cette éco-contribution. Et puis ensuite, on a fait les déchets dangereux dans lesquels il y a du plastique. Ensuite, là, récemment, on vient de faire les matériels de sport, le matériel de loisirs et bientôt les couches culottes, qui est un bon sujet plastique aussi. Au passage, c'est plein de plastique, etc. Et donc, ce qui est étonnant, c'est, je vais vous raconter cette petite anecdote, mais la première fois que j'ai rencontré les équipementiers de sport, donc vous imaginez une grande marque qui commence par un D et qui termine par un N, et que je leur ai demandé en quoi était faite leur palme, la réponse qui m'a été donnée, c'est plus leur réponse aujourd'hui, c'est j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Elle est bleue et il y a écrit tribord dessus, mais j'en ai aucune idée. Et on s'est rendu compte, et j'ai eu la même remarque des vendeurs de meubles, des vendeurs quand on a développé la filière meuble qui est bourrée de plastique, etc. Et on se rend compte que l'acte 1 d'un changement complet de paradigme sur le plastique. Et encore une fois, moi, je ne suis pas de ceux qui le diabolisent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur Amorth, en tout cas, on n'est pas sur le zéro plastique. On n'est pas une forme de radicalité. Il y a plein de plastiques qui ont parfaitement leur légitimité. Mais aujourd'hui, ils ont envahi des domaines dans lesquels ils n'ont pas de légitimité, d'une certaine manière. Et on se rend compte qu'en réalité, les metteurs sur le marché, ceux qui conçoivent leurs produits, n'ont pas du tout de conscience de la fin de vie, à moins d'avoir été impliqués dans une filière à un moment donné où là, ils prennent conscience et ils deviennent de bons experts et de bons partenaires. Donc, on a vraiment un premier travail qui est de prise de conscience de ceux qui sont à l'origine quand même du sujet, du problème, j'oserais dire, c'est ceux qui mettent sur le marché ces plastiques. Et là, ça a été dit, je ne sais plus par Philippe ou par Nelly, on a un problème d'inventaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on défend l'idée d'une loi plastique
ou d'un plan national de lutte contre le plastique, c'est qu'en fait, on a besoin de rentrer dans une approche beaucoup plus systémique. Tout le monde est au courant que depuis le 1er janvier, on n'a plus le droit d'utiliser des pailles et des piques à viande. Personnellement, c'est un beau symbole, mais ça ne change rien à la donne. Donc, il faut qu'on rentre dans une forme de systématisation de la démarche. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour partager une réflexion, mais vous savez qu'il y a 2 formes de carbone fossile sur cette planète. Il y en a un, il est aérien, ça s'appelle du CO2. Ça fait l'objet d'un plan national, d'une loi, d'engagements internationaux. Ça s'appelle la COP. Et il y a une 2e forme qui s'appelle le plastique. Et là, bizarrement, on nous dit on interdit les piques à viande. On voit bien quand même le gouffre qu'il y a entre cette approche hyper volontariste, ambitieuse. Bon, j'en fais peut-être trop parce que la réalité de la lutte contre le changement climatique est un tout petit peu différente, mais enfin, il y a une vraie volonté avec cette espèce d'absence de projet politique autour du plastique, de projet politique, scientifique, systémique. Est-ce que vous pouvez juste préciser le lien entre plastique et carbone, parce que je ne sais pas s'il est évident pour tout le monde, hein, ce sont des sujets complexes. La plupart des plastiques, et je vais y venir, donc le PET, le PEHD, le PVC, le PELD, etc., sont construits autour d'une molécule qui est en fait une molécule de carbone fossile. En fait, c'est du pétrole à la base, hein, donc dans la 80-95% des cas. D'ailleurs, 2e warning, j'espère qu'on abordera la question des bioplastiques qui méritent une immense vigilance. Immense vigilance. Mais donc, ces objets sont faits à partir de pétrole qu'on a foré dans les gisements pétroliers habituels. D'ailleurs, ça pose aussi une question de ressources parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur la ressource pétrole massive, mais si demain il y a une tension, il y aura aussi tension sur cette ressource qui est utilisée pour faire des objets du quotidien. Donc ce que vous dites, pour que ce soit clair, c'est que du coup, ce carbone, ce pétrole utilisé pour produire ces objets, en fait, il reste dans l'environnement avec la pollution de ces objets, c'est ça? En tout cas, ce que j'essaie de faire comme parallèle, c'est d'un côté, on a une pollution atmosphérique qui est faite avec du carbone fossile qui s'appelle du CO2. De l'autre côté, on a une pollution aquatique et terrestre qui est faite également par du carbone fossile qui s'appelle du plastique. D'accord, ok. Et qui a une asymétrie complète d'ambition entre ce qu'on fait sur le carbone et ce qu'on fait sur le plastique, alors que globalement, moi, je ne sais pas juger de ce qui est le plus grave entre les deux, puisque, comme l'a dit Philippe, il y a quand même une sorte de méconnaissance aujourd'hui. Il manque d'un corpus scientifique à la hauteur de ce qu'est le corpus scientifique dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Il y a un GIEC, par exemple, vous n'avez pas un groupement international de scientifiques sur le plastique, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est en forme constitutive. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, je dois aussi vous dire que ça m'intéresse du point de vue… alors, je ne l'ai pas dit, mais donc on attaque tous les gisements, mais la réalité, c'est qu'il y a dans un supermarché, j'invite les auditeurs, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, ou les internautes à faire l'exercice ce soir, c'est qu'on nous a focalisé sur l'emballage pendant 25 ans en disant collectez vos emballages. Mais sauf si vous êtes un peu des maniaco-dépressifs, vous n'allez pas dans les supermarchés pour acheter des emballages. Vous allez acheter des objets qui sont généralement dans les emballages. Et les objets eux-mêmes, la plupart ne sont pas recyclables et la plupart sont en plastique. On vient de parler des couches culottes, on peut parler d'une raquette de tennis, on peut parler d'une chaussure. Tout ça ne se recycle pas. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut avoir conscience qu'on nous a focalisé sur les emballages et on nous a même focalisé sur la fameuse bouteille pour faire croire à tout le monde que le plastique, c'était cool. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'objet qui se recycle le mieux et qui est collecté sélectivement le mieux, c'est la bouteille en plastique, même si elle est aujourd'hui stigmatisée comme l'objet de la pollution. Je vais peut-être être politiquement incorrect, c'est peut-être l'objet le moins polluant, tellement les autres plastiques le sont, d'une certaine manière. Hein. Je ne dédouane pas la bouteille, c'était juste par esprit un peu de provocation. Une fois qu'on a dit ça, il est évident, alors oui, ce que je voulais vous dire aussi avec ma 2e casquette eau, c'est qu'on retrouve aujourd'hui le composant plastique, ça a été dit par Philippe Bolo, dans la totalité du cycle de l'eau. Aujourd'hui, il est difficile de porter une alerte grave en disant il faut tout arrêter, mais il faut maintenant se donner les moyens de savoir ce que provoque effectivement la présence du plastique dans la quasi-totalité du cycle de l'eau. On en retrouve partout. Alors, moi, j'aime pas trop l'étude sur les 5 grammes et la carte bleue parce que je ne sais pas ce que vous en pensez puisque vous êtes des produits plastiques. Bon, elle mériterait d'être consolidée. Mais globalement, on sait également qu'on retrouve ces pollutions plastiques dans les nappes d'eau, etc., etc. Donc, on a un vrai enjeu, nous, en tant que responsables de l'eau, à garantir, y compris, que l'eau potable reste bonne pour la santé parce que si on commence à dire le contraire, on va… Là, vous allez voir, le serpent se mord la queue, c'est qu'on va aller dire qu'il faut aller boire de l'eau en bouteille. En réalité, dans l'eau bouteille, il y a aussi un peu de plastique, pour être tout à fait honnête, donc un partout, balle au centre. Donc, on a besoin d'abord d'avoir effectivement un projet politique. Là, je prends un peu… On a besoin d'un projet politique à la hauteur de ce qu'a été la COP21, à la hauteur de… On a besoin d'un projet politique. Une fois qu'on a une ambition politique, il faut la partager avec les populations. Là, on a un enjeu tous, c'est…
Vous savez que quand je viens de dire que les pots de yaourt n'étaient pas recyclables, les gens tombent des nues. 90% des gens sont persuadés qu'un pot de yaourt, que globalement, quand c'est en plastique, ça se recycle. Donc, on a un enjeu pour essayer de faire comprendre la complexité en disant finalement, une poubelle, ce n'est pas simple. Non, une poubelle, c'est aussi complexe que vos habitudes de consommation qui sont mondialisées, qui prennent des objets partout, des matières partout. Donc, il faut qu'on fasse assumer cette complexité pour comprendre qu'ensuite, le plastique, c'est complexe. Et d'ailleurs, il y a des chiffres. Je vous invite, moi, à parler des fameux 7 chiffres qui sont sur un objet en plastique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour rappeler que, je vais reprendre, je crois que c'est Nelly qui l'a dit, 1 et 2, c'est-à-dire le PET, le PEHD, ça va, on sait recycler. 5, ça va, polypropylène, puis les autres, on ne sait pas très bien faire. Donc, il y a quand même un enjeu d'explication de la complexité. Ensuite, il y a un enjeu de mobilisation des metteurs sur le marché, de l'éco-conception. Ça passe soit par des obligations, soit par des encouragements, soit par des éco-contributions, soit par des malus. Mais globalement, il faut des signaux assez forts qui sont généralement des signaux prix. Aujourd'hui, il faut quand même savoir, si je prends l'exemple du briquet jetable, c'est tout bonus, quoi. Il ne se recycle pas, il se jette, on le retrouve sur les plages, et celui qui met sur le marché le briquet, il ne paye rien. Absolument rien. Absolument rien. Donc, c'est vraiment une sorte donc là, on est sur toute la chaîne de responsabilité. Voilà. Et votre propos, c'est vraiment de situer la responsabilité en amont du cycle. Pour nous, le premier sujet, c'est quand même l'origine. Le deuxième, c'est vous et moi dans nos habitudes de consommation. Il faut comprendre cette complexité. Le deuxième, c'est vous et moi en tant que jeteurs ou utilisateurs, meilleurs utilisateurs du plastique. Et puis après, il y a effectivement les gens que je représente, c'est-à-dire les collectivités locales, ceux qui conduisent les bennes, si vous voulez, qui gèrent les centres de tri, qui essayent modestement de faire de la prévention en expliquant comment on peut changer d'usage. Et de plus en plus, les collectivités ne sont pas dans de la gestion de déchets, mais dans l'évitement de déchets, de ce point de vue-là. Et pour finir, il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé, sauf je crois que c'est Philippe qui l'a abordé à un moment. Il y a quelque chose autour de la coopération internationale à créer. Donc, personnellement, je coordonne ce qu'on appelle le 1% déchets, c'est-à-dire la capacité de créer des micro-prélèvements sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour financer des projets dans des pays en voie de développement. Et il est évident que la question du plastique étant une question planétaire, il va falloir créer des coopérations internationales parce que de toute façon, la Méditerranée, elle est à tout le monde et que si on n'aide pas un certain nombre de pays, malheureusement, aujourd'hui, on a quelques projets avec la Palestine, par exemple, la bande de Gaza, le plastique sera dans la même mer de toute façon. Donc, il y a probablement quelque chose à inventer. C'est pour ça qu'on a aussi besoin d'un projet politique international. Merci beaucoup. Non, mais du coup, ça enchaîne tout à fait avec la question de la Méditerranée, puisque Claire Poulain est représentante de l'Agence régionale de biodiversité en région Sud. Et Claire, vous avez travaillé sur justement ce qui peut être fait sur un territoire. Mais d'abord, je voulais vous interroger plus précisément sur la situation en Méditerranée. Finalement, quel est le niveau de pollution plastique, puisqu'on parle beaucoup de pollution plastique à l'international, mais voilà, elle est aussi proche de nous. Donc, quel est le niveau de pollution plastique, de la pollution plastique en Méditerranée? Et finalement, quelle est l'origine de cette pollution? Comment sur un territoire, une région avec une façade maritime, des bassins versants, on retrouve autant de plastique dans la mer? Bonjour à tous et merci Muriel pour ton invitation également à être parmi vous aujourd'hui. Donc, simplement 2 mots sur notre agence régionale sur la biodiversité et l'environnement. Nous, on est présent donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On existe depuis plus de 40 ans et notre cœur de métier historique, c'est d'accompagner les collectivités locales sur différentes thématiques relatives à la transition écologique. Depuis le mois d'avril 2019, on travaille donc sur la thématique spécifique des pollutions plastiques. En effet, la région sud chez nous s'est engagée dans un programme régional ambitieux pour essayer de faire notre part, en tout cas à l'échelle régionale, sur ce sujet, puisqu'en effet, on est sur le littoral de la Méditerranée. Alors, vous avez souvent entendu parler, j'imagine, de cette expression un peu raccourcie qu'on appelle le 7e continent, qui est en fait 5 zones qui rassemblent des déchets plastiques dans 5 zones océaniques. Il faut savoir que la 6e plus grande zone rassemblant des macro- et microplastiques dans les mers et les océans, c'est notre mer Méditerranée. Donc, elle arrive juste après les 5 zones qui constituent ce fameux 7e continent dont on parle très souvent dans les médias. En fait, c'est dû à quoi ce phénomène? C'est tout comme c'est le cas pour les gyres océaniques, la mer Méditerranée est une mer semi-fermée, donc en fait, elle constitue un vrai piège pour tous les déchets qui y rentrent, ont beaucoup de mal à en sortir, hein, donc tout est cloisonné. On estime, c'est le dernier rapport de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui estime à peu près, ça reste des chiffres toujours à prendre avec des pincettes, à 229 000 tonnes
qui seraient déversés chaque année dans la mer Méditerranée par tous les pays du pourtour méditerranéen. Donc c'est assez énorme, hein. Ça équivaut, si vous voulez une image très concrète, à peu près à 500 containers d'expédition par jour déversés dans notre mer Méditerranée. Voilà. Et ce qui est important à savoir, comme tu le disais Muriel, c'est que 80% de la pollution aujourd'hui présente dans les mers et les océans est en fait donc issue des activités terrestres et non pas des activités maritimes. L'idée à travers ce chiffre-là, c'est aussi de faire comprendre que il ne faut pas oublier qu'on a une vraie dynamique de bassin versant, comme l'a dit M. Garnier tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui à travailler aussi sur les rivières et pas que sur le littoral et les mers et les océans, mais aussi sur la dynamique que les rivières ont de partir des montagnes à la mer. En gros, elles entraînent de nombreux déchets à travers les crues et les ruissellements aussi urbains. Voilà, il y a un vrai phénomène important, et notamment sur notre littoral en région PACA, puisqu'on a un littoral quand même relativement imperméabilisé, qui fait que dès qu'il pleut, de nombreux déchets arrivent directement de notre mer Méditerranée. Donc on a différents facteurs finalement qui entraînent cette forte pollution. Je vais aller assez rapidement, mais pour résumer, en gros, il faut savoir qu'on est un territoire tout le pourtour méditerranéen, un territoire très touristique. On estime aujourd'hui que le volume de déchets produits au global augmente de 40% sur la période d'été. On a plus de 200 millions de touristes qui arrivent sur le littoral méditerranéen l'été. C'est un vrai facteur de risque pour nos milieux marins sur ce sujet spécifique des pollutions plastiques. La densité de population aussi est elle-même déjà très importante, puisqu'on a 150 millions d'habitants dans le pourtour méditerranéen. Et comme l'a dit également M. Garnier tout à l'heure, on a des centaines de kilos de déchets produits par habitant chaque année. Hein. On estime que c'est entre 200 et 700 kilos par habitant en fonction des pays. Donc, ce qui est un volume énorme. Et enfin, on a également, au-delà des difficultés du recyclage qui ont été introduites par chacun des intervenants avant moi, on a aussi un climat méditerranéen qui est très spécifique et qui fait qu'on est aujourd'hui malheureusement victime, et cela de manière de plus en plus extrême, de pluie et de crues, qui font que les pollutions vraiment arrivent par cette dynamique de bassin versant de plus en plus dans notre mer Méditerranée. C'est notamment, on a des gros problèmes aujourd'hui sur le littoral des Bouches-du-Rhône avec la métropole de Marseille essaye de travailler sur ces sujets-là spécifiquement notamment. Voilà. Je ne reviendrai pas ensuite sur les impacts sur la biodiversité, puisque mes interlocuteurs ont déjà pas mal détaillé tout à l'heure. Donc, je vous montrerai quelques exemples très concrets sur comment nous, on essaye d'agir à notre échelle avec les collectivités avec qui on travaille au quotidien. D'accord. Ce que je vous propose, que je vois qu'il y a un certain nombre de questions ou de commentaires, peut-être que je vais du coup revenir sur les commentaires qu'on a ou les questions pour nos intervenants. Alors, on a une première réaction qui est autour du fait que sur le recyclage, il faudrait aussi évoquer le micro ne fonctionne pas de Stécie. D'accord. Bon, du coup, je vais assurer cette partie-là, Stécie. Donc, en fait, on a une remarque sur le fait qu'on a aussi de la pollution dès finalement la fabrication du plastique. Et c'est une forme de pollution aussi dont on parle rarement. Donc, je ne sais pas si l'un de nos intervenants veut revenir sur le sujet. On a une question je vous livre toutes les questions, puis vous verrez qui veut réagir parmi vous, sur le fait que on a des projets avec des bateaux qui collectent des déchets en mer et avec des questions sur l'efficacité de ces projets-là. Donc, ça rejoint la question globale de cette conférence, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une utilité et puis comment on hiérarchise leur utilité par rapport aux autres solutions à développer. Quelles sont les solutions les plus urgentes et sur lesquelles il faut le plus investir selon vous. Et on a aussi des questions sur le recyclage, mais alors je vous la lis, on peut interroger à moyen terme le paradoxe entre la demande de réduction à la source des produits comportant des polymères et l'injection faite à investir dans des infrastructures de grande capacité de recyclage. Voilà, donc est-ce que finalement on ne risque pas, quand on est sur des investissements de long terme sur le recyclage, de pérenniser un modèle, si je comprends bien la question, et donc finalement il y a une question de dosage entre les deux approches. C'est-à-dire que si en effet on va vers une transition où finalement le recyclage est une solution qui
sera toujours présente, mais avec une part peut-être moins importante. Comment on gère la période de transition et de développement industriel, si je comprends bien la question. Et puis, on a une dernière question sur la consigne. Est-ce qu'il faut remettre en place la consigne? Voilà, je vous livre ces questions-là. Je ne sais pas qui veut répondre parmi vous. Je vais bien répondre rapidement sur les bateaux nettoyeurs. Allez-y. Fausse ou bonne idée? C'est évident que ce n'est pas ces projets-là qui vont enlever de l'ensemble des eaux océaniques tous les plastiques qui s'y trouvent, notamment parce qu'il y a des formes tellement fines qu'ils ne pourraient pas s'y attaquer. Donc on pourrait se dire, bah, ils sont inutiles. Non, ils ne sont pas inutiles parce que leur existence permet à des associations de communiquer auprès du grand public sur ces sujets et sur le fait que le terme ultime de la pollution plastique, même continentale, c'est l'océan. Donc effectivement, limité en termes de solutions, mais utilité en termes de communication. D'accord. Je peux peut-être répondre sur les questions de recyclage et de consigne. D'abord, je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais quelque part, le combat contre la pollution de la mer et le combat du recyclage sont complémentaires, mais assez dissociés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on recyclera plus ou qu'on trouvera les méthodes pour recycler plus ou les gestes de tri qu'il y aura fondamentalement moins de risques de pollution. C'est vraiment deux combats différents. Enfin, pour parler des sujets que je connais bien, les collectivités cherchent d'un côté à améliorer la gestion des déchets en réduisant les quantités et en les recyclant davantage, mais de l'autre, elles ont un combat sur les dépôts sauvages qui a été évoqué par Philippe Bollot. Et les deux sont assez dissociés. Vous pouvez avoir une formidable chaîne vertueuse de réduction, de collecte sélective avec un industriel qui recycle, et les gestes d'incivisme sont toujours là. Donc je pense qu'il faut vraiment traiter les deux sujets de manière complémentaire et pas se dire plus on recyclera, plus la mer sera propre. Je pense qu'on ferait une grave erreur tactique. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, pour en revenir à la question de est-ce qu'il n'y a pas finalement une inadéquation entre essayer de réduire la quantité de plastique et la volonté de recycler davantage et d'intégrer de matières recyclées? J'ai tendance à penser qu'il y a tellement de plastique qui ne se recycle pas aujourd'hui que déjà, si on avait une forme de rationalisation des résines, tout à l'heure, je crois que c'est Nelly qui l'évoquait, moi, je ne sais plus, à chaque nouvelle intervention, j'augmente mon chiffre et personne ne m'a contesté, c'est une drôle de manière de travailler, mais je ne sais pas s'il y a des dizaines ou des centaines de résines, je sais qu'il y a des milliers d'adjuvants, on pourra parler de la bouteille de lait en PET opaque, qui a été pour moi un moment important où on a vu une bouteille qui se recyclait facilement passer dans un matériau qui se recyclait pas ou presque pas, donc il y a des moments un peu compliqués, mais je crois qu'il y a quand même probablement quand même un chemin vertueux entre réduire les quantités, rationaliser le nombre de résines, qui fait qu'à la fin, on aura des industriels qui sauront mettre des investissements sur des résines qui ont probablement de l'avenir parce qu'on ne retirera pas tout le plastique de nos vies et qu'à l'inverse, si on arrivait à le rationaliser dans ces formes, on ferait beaucoup pour la partie recyclabilité. Et dernier élément sur la consigne. Alors là, c'est mon sujet préféré presque, j'y ai passé 1 an et demi. C'est vraiment l'exemple type de la fausse bonne idée. D'abord parce que le mot consigne, je le rappelle pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire payer 15 centimes d'euros plus cher une bouteille pour remplacer celui dont le métier est de collecter les déchets et de ramener en supermarché plutôt que de le mettre dans la poubelle jaune qui est normalement soit en bas de chez vous, soit sous votre évier. Or, c'est ça qu'on appelle la consigne sur les bouteilles plastiques. En fait, c'est une consignation parce que la consigne, la vraie, c'est une consigne pour réemploi. C'est ce que vivaient nos grands-parents avec la bouteille de lait ou ce que vous vivez peut-être encore aujourd'hui avec des bouteilles de gaz si vous en avez. C'est la capacité à ramener un contenant pour qu'il soit reconditionné et réutilisé. Ce n'est absolument pas l'idée de vous piquer 15 centimes pour vous dire je vous rendrai 15 centimes si vous le ramenez à l'endroit où d'autres l'amenaient par leur métier. Donc, on est vraiment sur une idée assez sérieusement biaisée. Deuxième argument, c'est étonnant qu'on veuille absolument collecter toutes les bouteilles plastiques et qu'il y ait si peu d'envie des industriels de collecter tout le reste, si vous avez suivi le reste de mon raisonnement. Or, la bouteille plastique, c'est aujourd'hui l'objet le mieux collecté sélectivement. Il y a des marges de manœuvre réelles, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais bizarrement, moi, j'attends avec impatience que quelqu'un me propose une consigne sur les pots de yaourt, pour reprendre mon exemple, ou une consigne sur les emballages individuels de gâteaux qui flottent sur la mer. Bizarrement, là, il n'y a personne. Il n'y a aucun industriel qui nous a proposé une consigne là-dessus. Pourquoi? Parce que ces objets ne les intéressent pas, parce qu'ils sont dans un plastique qui ne les intéresse pas, parce que c'est du low plastique, c'est du plastique qui n'a pas de valeur, qui ne vaut rien sur le marché. Bon, et puis, dernier élément quand même important qu'on n'a pas évoqué, on a un problème avec la résine vierge. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement du cours des matières fossiles, la plupart des industriels, à moins d'avoir la main sur le cœur vert, ont intérêt à prendre de la résine vierge plutôt qu'à prendre de la résine recyclée. Et ça, je pense que ça nous amène quand même sur des questions sur la fiscalité environnementale. Je sais que c'est un sujet devenu très sensible,
Mais si on a été capable de mettre en place une fiscalité carbone, il faudra peut-être qu'on mette en place une fiscalité plastique sur la résine vierge, sur les résines qui ne se recyclent pas, sur les résines qui n'intègrent pas de matière recyclée. Il va falloir des signaux prix sur le monde industriel, y compris pour créer une économie du plastique recyclé qui aujourd'hui a du mal à vivre. Il faut quand même le dire également. Et là, je porte la voix de quelques industriels locaux qui ont du mal à exister sur ces filières-là. Donc là encore, attention aux fausses bonnes idées. C'est comme l'histoire de la tarification incitative, comme ça j'en anticipe une. Tarification incitative, c'est un outil extraordinaire pour faire comprendre aux gens que selon la manière dont ils jettent, ils peuvent avoir des conséquences sur leur facture. Par contre, je rappelle que la tarification incitative telle qu'elle existe dans notre pays vous permet de consommer autant d'emballages plastiques que vous voulez, puisque la poubelle recyclable coûte 0 dans la tarification incitative. Donc, en fait, attention à des tarifications incitatives qui donnent bonne conscience. Mais je vous invite à regarder, les tarifications incitatives, aujourd'hui, elles sont sur la poubelle résiduelle. Vous pouvez acheter autant d'emballages plastiques et d'emballages individuels que vous voulez. Vous ne paierez pas plus cher en tarification incitative. Donc, attention aux fausses bonnes idées. Bon, bah écoutez, merci. Je suis désolée pour les personnes qui posent des questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions parce que j'aimerais bien qu'on finisse. Il nous reste une dizaine de minutes. On a un peu débordé, mais qu'on finisse sur du coup les propositions de chacun en termes de solutions et cette idée de hiérarchie des solutions. Donc Nelly, commençons par toi si tu veux bien. À la fin de ton livre, tu évoques, on a déjà parlé un peu qu'il faudrait l'équivalent d'un accord de Paris pour la pollution plastique. Et puis, tu proposes un plan d'action en 5 étapes. Est-ce que tu peux nous en parler en 3 minutes, s'il te plaît? Du coup, je vais essayer d'être rapide, ce qui n'est pas évident. J'ai jamais le temps, ça arrive toujours à la fin, c'est frustrant. Voilà. Mais sinon, on peut déborder, mais je ne voudrais pas pour les gens qui nous suivent. Voilà. Et puis, les personnes qui on a bloqué l'agenda, qu'on soit trop long non plus. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je suis assez en phase avec tout ce qui a été dit. Moi, ce que j'essaie, ce que j'appelle le plan d'action que je propose, évidemment, est non exhaustif. Il est le fruit de plus de 3 années de recherche. Il ne prétend pas être la solution. C'est juste que je livre là où j'en suis arrivée de mes réflexions et au même titre que Nicolas Garnier a insisté là-dessus, il en est de même pour moi, c'est-à-dire qu'on est face à on va prendre un tout petit peu de hauteur sur le sujet, même si on n'a que 3 minutes, on est face à des multiples crises environnementales aujourd'hui, dont évidemment la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité. De mon point de vue, les pollutions et la pollution par les plastiques en particulier arrivent vraiment juste après, sachant qu'elles participent également aux 2 premières, c'est-à-dire que les plastiques, si on ne fait rien d'ici 2050, potentiellement 5 à 10% des émissions de gaz à effet de serre seront liées à l'activité de la plasturgie, seront liées au plastique. Et elles participent aussi à mettre à mal la biodiversité. Donc, on a besoin de vraies actions politiques qui soient de cette ampleur-là. Moi, dans le livre, à la fin, j'ai essayé d'explorer ce qui a été fait et on a un exemple formidable avec la couche d'ozone, enfin un exemple positif où à un moment donné, il y a un protocole qui a été signé entre un certain nombre de pays qui se sont mis d'accord. Il y a une industrie des gaz en particulier, les CFC, qui ont été ciblés. Et on a mis en place des solutions. C'est vraiment quelque chose de cette nature-là qu'il faudrait faire. À un problème systémique, on apporte une réponse systémique qui soit à la fois locale, nationale et internationale, puisque ça a été dit, le plastique et la pollution voyagent. Donc ça, c'est le cadre global. Et ensuite, vous avez une autre conférence sur la santé, donc je n'irai pas là-dessus, mais de mon point de vue, il y a aussi un principe de santé humaine et environnementale et de droits humains, ça a été dit par Philippe Bollot, qui doit guider aussi nos pas. Ça, c'est le cadre un petit peu que je propose qu'on se donne. Maintenant, en fait, en faisant mon livre, j'ai voulu faire un peu la démarche du film Demain qui a donné tant d'énergie. Je me suis dit, mais sur le plastique, qui sont les acteurs? Et il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Là où j'ai été déçue, chemin faisant, c'est que je me suis rendu compte que finalement, prise isolément, chaque solution en était une et n'en était pas vraiment une non plus. Donc, je me suis retrouvée à chaque chapitre, nettoyer les océans, recycler, etc., à dire oui, mais... Oui, mais, et pourquoi toujours mais? C'est que de mon point de vue, tant qu'on n'a pas ce regard global et qu'on va tête baissée dans des solutions de préférence technologique, parce qu'elles créent de l'emploi et elles arrangent les intérêts économiques qu'on essaie toujours de préserver en ne résolvant pas les crises environnementales, et ben en fait, on est dans une succession de fausses bonnes solutions ou alors dans des déplacements de pollution. Exemple, on va remplacer tous nos plastiques par du verre, du carton ou du papier. On ne donnerait pas cher de ce qui nous reste de forêt si, dans les volumes qu'on utilise aujourd'hui, on se mettait à faire ça. Donc,
Mon idée, ça a été de dire, en fait, il y a besoin d'une méthodologie, d'une coordination, on l'a vu, internationale, et d'une méthodologie. Et dans cette méthodologie, et je pense qu'à peu près tout le monde aujourd'hui est d'accord avec ça, la première des choses, c'est de réduire drastiquement. On est dans des volumes qui font que, comme je le disais, si on remplace uniquement par d'autres matériaux, on est dans une aggravation d'autres problématiques environnementales. Donc, on est dans des fausses solutions, puisqu'on ne doit pas rester uniquement centré sur le plastique. Donc, réduire, je vais aller très vite, surtout vous connaissez déjà tout ça, c'est le développement du vrac, de la consigne, la vraie, comme le disait Nicolas Garnier, pour réutilisation, réemploi. On a aussi un phénomène dont on ne parle pas énormément sur la question du plastique, et pourtant c'est important, c'est la lutte contre l'obsolescence programmée, parce que beaucoup de notre technologie, qu'elle soit numérique, électroménager, etc., utilise beaucoup de plastique, donc on a aussi un besoin d'avancer là-dessus. Donc je dirais ça, c'est le premier grand volet, réduire. Ensuite, même si ma fibre environnementale aurait eu envie de me dire que le zéro plastique était possible, je suis d'accord avec Nicolas Garnier de dire qu'on pourra difficilement se passer de plastique dans la construction de la société de demain. Ne serait-ce que l'ordinateur avec lequel je vous parle aujourd'hui, on aurait du mal à en fabriquer un sans plastique. Donc, à partir de là, une fois qu'on a enlevé tout ce qui pouvait être supprimé, et on parle quand même entre l'emballage et l'usage unique de la moitié de la production mondiale de plastique, donc ce n'est pas anecdotique, hein, la phase 1, réduire, elle peut être vraiment impactante. Et aussi, en termes de déchets retrouvés dans la nature, dans les opérations de nettoyage, l'usage unique a une part importante. Hein. Donc, la deuxième approche, ça va être de dire, OK, il y a un certain nombre de produits problématique. Il y a un certain nombre de plastiques, ça a été dit, c'est un sujet complexe, il y a un besoin d'inventaire. On va aller regarder secteur par secteur, presque produit par produit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il s'agit de supprimer? Il y a un débat qui peut être mené par exemple sur les mégots de cigarettes qui sont en plastique. Et même si ça n'a pas été divulgué, j'ai trouvé une étude américaine qui disait que non seulement ils ne faisaient pas leur job de protéger la santé du fumeur, mais voire même ils l'aggravaient, puisqu'en plus de relarguer la nicotine et le goudron, ils relarguaient tous les produits chimiques inhérents au plastique dans les poumons du fumeur. Donc, par exemple, et on ne va pas parler de la même manière du filet de pêche, ou de la bouteille en plastique, ou des textiles, ou des pneus. Donc là, l'idée, c'est d'aller regarder dans chaque secteur ce qu'on peut faire. Et à partir du moment où on a fait cet entonnoir à l'envers, de mon point de vue, c'est seulement après ça qu'on va travailler sur l'innovation. Et l'innovation en termes de développement de matière, c'est-à-dire qu'on a besoin de se donner un cahier des charges aujourd'hui qui soit sérieux. Quand je lis sur certains produits biodégradables à 90%, moi, ça me donne envie de rire. Non, c'est biodégradable ou c'est pas biodégradable. À un moment donné, je pense qu'il va falloir aborder le cycle de nos matières sur les matières qui sont biodégradables et celles qui ne le sont pas, qu'il faudra qu'on arrive techniquement à garder en boucle fermée. Donc, il y a un vrai enjeu d'éco-conception et d'innovation sur le plastique qu'il va falloir, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, découpler du pétrole. Ça a été beaucoup dit aussi aujourd'hui, le lien entre plastique et plasturgie. Mais attention, si on se met à mobiliser les terres arables, évidemment de préférence à l'autre bout du monde, hein, pas à nos portes, pour fabriquer les quantités de plastique qu'on utilise aujourd'hui, on va vers de nouvelles catastrophes environnementales et humaines et sanitaires aussi. Je dois abréger, c'est ça? Oui, si, Et en dernier, une fois qu'on a réduit, innové, alors là, on travaille sur la collecte, le recyclage, l'harmonisation des résines, la fiscalité. Enfin bref, il y avait tellement de choses à dire que je ne peux pas aller au bout, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Merci beaucoup, Nelly. En tout cas, on a entendu le message sur réduction et éco-conception, travail produit par produit. Je vais proposer à Claire de nous livrer ses solutions. Je change un peu l'ordre, mais Claire n'a pas eu beaucoup la parole. Donc, Claire, je veux bien que vous nous livriez, vous, les solutions que vous avez développées au niveau du territoire et vos conseils globaux pour les territoires. Oui, merci. J'en profite pour vous dire que je devrais vous laisser à écart maximum. Mais il faut qu'on termine avant. Du coup, merci de me donner la parole voilà, juste après. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on accompagne au quotidien les collectivités sur une charte. Alors, on peut continuer le débat qui s'appelle la charte zéro déchet plastique. Alors, il s'agit d'un petit raccourci puisque l'idée, évidemment, ça n'est pas de viser le zéro déchet plastique en tant que tel. Il s'agit vraiment de pousser les collectivités à leur échelle et en se basant sur leurs compétences territoriales publiques à ce qu'elles mènent des actions concrètes pour diminuer et viser le zéro usage unique, pour le coup, zéro plastique à usage unique et le zéro déchet plastique non recyclable.
voilà, aujourd'hui, c'est un objectif dont on rêve et qui est très, très dur à atteindre, évidemment, mais il faut bien se donner des objectifs ambitieux. On fait des tout petits pas avec les collectivités petit à petit en fonction de leur échelle. Donc, on peut travailler, nous, avec des petites communes. Je vais vous parler, par exemple, de la commune, je vais parler très concrètement. Donc, la commune, on a une commune qui s'appelle Chorges, dans les Hautes-Alpes, qui, elle, est passée de l'usage unique pour la livraison des repas aux seniors, qui fait partie de la compétence d'une commune, des communes de notre territoire. Elles livrent des repas au quotidien à ces seniors. Ils ont fait le choix de supprimer tout ce qui était usage unique et barquettes en plastique et ils sont passés à de l'usage en contenant en verre. Alors, ça peut paraître petit comme action, mais en tout cas, c'était une vraie ambition du maire et ils se sont mis avec l'équipe de la restauration collective à supprimer tous ces usages uniques. On a également, je vous parlais de la zone marseillaise tout à l'heure, on a une rivière qui s'appelle l'Uvonne chez nous, qui est très, très apporteuse de pollution, qui apporte vraiment des volumes importants de son bassin versant dans la Méditerranée. On a le syndicat de rivière de l'Uvonne qui mène des actions tous les ans de sensibilisation. C'est un petit peu pour moi, comme on parlait tout à l'heure du bateau collecteur, l'idée c'est qu'elle organise sur tout le bassin versant des ramassages de déchets en milieu naturel par les citoyens et par les scolaires. Alors pour moi, là, on est bien sur de la sensibilisation, une action de sensibilisation par le syndicat de rivière. On n'est pas sur de la gestion de déchets. L'idée pour moi, c'est que ces opérations soient là pour faire remonter de la donnée, sensibiliser les citoyens au quotidien sur ce qui se passe dans les milieux naturels. Donc ça, c'est une autre action très concrète. Vraiment, c'est un pilotage à l'échelle d'une rivière d'action de sensibilisation. Et puis enfin, sur l'axe plutôt gestion des déchets, on a évidemment, comme l'a dit M. Garnier tout à l'heure, les intercommunalités qui ont la compétence à la fois de prévention et de gestion des déchets, mais les communes aussi peuvent agir, et ça c'est important, je pense, à rappeler, puisqu'elles ont, à travers notamment la gestion de leur voirie, elles peuvent notamment mettre en place des systèmes de tri incitatif. On parle souvent du mégot. Il y a plein de solutions très ludiques qui se mettent en place en ce moment et qui permettent aux citoyens notamment d'arrêter de prendre les avaloirs de rue qui sont faites pour recueillir nos eaux de pluie et pas faites pour jeter notre mégot, puisqu'on sait bien que souvent les citoyens ont l'impression de faire une bonne action pratiquement quand ils jettent leur mégot dans les avaloirs de rue. Aujourd'hui, on a des communes qui travaillent pas mal sur des outils de communication, des cendriers de vote qui permettent vraiment de passer sur un geste de tri plus ludique que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Voilà j'ai été rapide, mais si vous souhaitez en savoir plus, de toute façon, on vient de publier un guide sur ce sujet qui permet de vraiment détailler les actions concrètes que les collectivités qui sont d'ores et déjà engagées chez nous mettent en place. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est que les collectivités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fassent leur part, puisque pour moi, la solution, c'est vraiment qu'à chaque échelle, comme l'a dit Madame Ponce tout à l'heure, chacun doit faire sa part, en fait. On ne réglera pas le problème seulement avec un plan mondial, une stratégie mondiale. Je pense qu'il faut que chacun, citoyen, établissement scolaire, collectivité, intercommunalité, les métropoles s'engagent et qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs ensemble. Merci beaucoup, Claire. Donc, on voit, on passe de l'échelle de l'accord international aux actions de terrain, à tout ce qui concerne aussi le travail produit par produit auprès des fabricants, des metteurs sur le marché. Je voulais terminer avec deux interventions, Philippe Bolo puis Nicolas Garnier, pour que vous nous fassiez part de vos recommandations. Philippe Bolo, je vais commencer par vous. Vous avez fait pas mal de recommandations dans le cadre du rapport parlementaire dont on a déjà parlé. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes qui complètent les propos qu'on a déjà échangés? Alors, il y en a 49. Beaucoup ont déjà été évoqués par Claire et Nelly. Donc, je vais me centrer sur une qui est essentielle à mes yeux, c'est évaluer et contrôler les lois que nous votons. Parce que les lois sur les plastiques, finalement, il y a déjà un certain nombre qui sont sorties. Je vais parler du Grenelle de l'environnement, les lois liées au Grenelle, la loi TEPCV, croissance verte, enfin, transition énergétique pour une croissance verte, EGalim, AGEC, donc elles sont nombreuses. Et il faut s'assurer qu'elles soient concrétisées. Concrétiser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les décrets soient publiés dans le meilleur délai et dans le respect du débat et de l'esprit du vote. Et puis après, il faut savoir les évaluer pour corriger d'éventuels effets de bord qui ne seraient pas les bons et savoir refaire mouliner la loi pour qu'elle apporte les meilleurs bénéfices. Donc, ce n'est pas la peine d'aller inventer des lois qui viennent se superposer les unes aux autres. On a déjà une boîte à outils qui est déjà bien remplie. Et si on la concrétise et qu'on l'évalue correctement, on est en capacité déjà de mener beaucoup d'actions. Et puis, personnellement, pour terminer, en lien avec ce qu'a dit Nelly et Nicolas également sur les dimensions internationales et sur l'absence d'un GIEC plastique équivalent de la COP climat, eh bien, avec la sénatrice Angèle Préville, nous sommes en train de travailler sur une résolution. C'est un outil
à la disposition des parlementaires qui va inciter l'État et le gouvernement français à pousser tout ce qui est une approche internationale du plastique d'un point de vue homogène et coordonné pour arriver à obtenir le maximum de résultats. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Garnier, vous avez presque le mot de la fin, parce que je ferai un mot de conclusion. C'est à vous. Il me semble que dès lors qu'on partage un peu un constat et une ambition, en tout cas j'allais dire une forme de conviction, maintenant il va falloir se répartir le travail, et je crois que c'est Claire qui vient de le dire. Il faut un projet politique international, il faut probablement quand même un cadre national. Et ensuite, moi, je vais prendre ma part du job. Nous, on propose des plans territoriaux aux collectivités locales de lutte contre la pollution plastique qui se jouent avec nos 3 compétences. On peut mieux collecter, on peut accompagner vers des gestes et des comportements de prévention. On peut aussi mieux capter le plastique. Ça a été évoqué, il y a la question des avaloirs. Il y a des gens qui mettent des grands filets, j'en ai pas parlé, mais dans les circuits d'eau pluviale pour capter des plastiques avant les orages. Il y a plein de choses intéressantes à faire, à la fois en sensibilisation, donc en préventif et en curatif. Il y a aussi des choses à faire sur la question des eaux usées. Vous avez évoqué la question des vêtements et des microplastiques. Donc, on pense également qu'il y a une dimension territoriale à mettre en œuvre, donc avec des plans territoriaux. Puis à la fin des fins, le grand enjeu, c'est de savoir si individuellement ça résonnera. Donc, il faut du mondial, du national, du local, du collectif et de l'individuel. Et donc, c'est sur ces 5 niveaux qu'il faut qu'on ait une stratégie, une vigilance, une ambition, des moyens, un cadre, parce que ça sera effectivement une œuvre collective que de se débarrasser d'une partie de cette pollution et si possible de la totalité de cette pollution plastique. Je n'ai pas dit de se débarrasser des plastiques une nouvelle fois, mais bien de cette part sombre du plastique qui aujourd'hui est méconnue et qui risque effectivement de nous poser beaucoup de problèmes dans les années à venir. Je pense en particulier à la question de l'eau potable. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion qui nous permet de voir toutes les échelles. Moi, je voudrais d'abord vous remercier. On a aussi des messages de remerciements qu'on voit dans le chat ou dans les retours, parce qu'on a, je pense, délivré collectivement une conférence avec beaucoup d'informations intéressantes. J'ai 2 choses à ajouter. On a vu que c'était à toutes les échelles. Il y a une étude très importante qui est sortie l'année dernière, qui a été publiée par Pew Charitable Trust, donc une étude internationale, qui montre qu'on pourrait réduire de 80% la pollution plastique d'ici 2040 et qui justement hiérarchise les solutions. Et ce qu'ils disent, et que moi je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, il faut additionner toutes les solutions et pas les opposer, mais elles n'ont pas toutes le même impact. Et celle qui a le plus d'impact, c'est la réduction. Ils mesurent un impact de 30% sur ces 80% de réduction. Et après, on a le recyclage. L'amélioration du recyclage permettrait d'avoir un impact de 20%. Après, on a la substitution matière où on serait à 17%, etc. Mais en tout cas, vraiment, moi, c'est ce que j'ai envie de partager à la fin de cette conférence. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on œuvre avec le No Plastic Challenge qui a lieu en ce moment. La réduction, le réemploi sont 2 outils majeurs et il y a beaucoup de choses à inventer sur ces sujets-là. On aura une autre conférence d'ailleurs dédiée au réemploi le 9 juin, donc je vous invite à la suivre. Et puis, bien, tout simplement, je vous invite à suivre le No Plastic Challenge. À partir de lundi prochain, on propose des éco-gestes qui permettent de réduire l'usage de plastique. Donc, retrouvez-nous sur noplasticinmyc.org. Et puis, on rappellera dans les posts qu'on va faire sur les réseaux sociaux les coordonnées et les références des différents ouvrages et rapports qu'on a mentionnés aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis un grand merci à vous tous et aux médias Pensez l'après. Et prochaine conférence, 1er juin. Là, on va parler eau du robinet, donc on va revenir à l'eau. Et le titre, c'est l'eau du robinet, un atout contre la pollution plastique. Voilà, donc on va parler aussi de cette solution-là, qui est finalement très accessible et sur laquelle on peut avoir une action et des résultats assez rapides, je pense. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.